la semaine prochaine. Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Je fiche mon billet que vous ne le testerez pas demain. Ah, vous avez peut-être gagné de l'argent, vous. J'ai plein d'infos sur l'émission de demain, mais je ne peux pas vous les révéler. Non plus. Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Voici le sommaire. Comprenez-vous l'engouement des Français pour les jeux vidéo? Peut-être vous, d'ailleurs, selon une récente étude, près de 40 millions de Français. Donc sûrement vous, moi... Combien? 40 millions. Je m'en vais. Attends. 40 millions de Français ont joué au moins une fois à un jeu vidéo l'année dernière. Et pendant ce temps, la lecture est en baisse, messieurs. Voilà, vous imaginez le débat que ça va susciter dans quelques instants. Jordan Bardella, deuxième sujet, ne pourra pas faire de publicité pour son livre dans les gares. Êtes-vous choqués? Ça a fait beaucoup réagir depuis le début de la semaine. Et je sens qu'en plateau aussi, il va y avoir 2-3 choses à dire. Et enfin, troisième sujet, Yannick Noah, papa à 64 ans. Y a-t-il un âge pour avoir un enfant? On reviendra sur ces stars qui ont eu des enfants à un âge avancé, très avancé. Parce que là, 64 ans, c'est pas grand-chose, mais on en a trouvé d'autres. On est plutôt sur 70-80. Voilà. Alors, je sens que vous êtes... ça vous branche, ce sujet. Vous avez des choses à dire, cher Yann. Les sujets sont excellents ce soir. Bon, très bien. Comme tous les soirs. Allez, comprenez-vous l'engouement des Français pour les jeux vidéo? Le week-end dernier avait lieu à Paris le plus grand salon du jeu vidéo. C'est pour cette raison qu'on a choisi de parler de ce sujet, parce que ça vous concerne, ça nous concerne ici aussi en studio. Selon une étude SIL, relayée par France Inter, 52% des Français jouent... Je m'en étouffe. Non, je vous explique, vous regardez, c'est-à-dire que je dis France Inter et j'entends un petit bruit à côté de moi. Voilà. Ah non, c'est pas France Inter. C'était pas France Inter, c'était quoi? Bien longtemps que j'ai déconnecté de France Inter. Oui. Non, c'est en avril 87, j'ai arrêté France Inter. C'est vrai. Mai 87. Non, c'est le 52%. Ah oui, 52% des Français jouent au moins une fois par semaine. 3h11. C'est le temps passé tous les jours sur les écrans. Ça ne veut pas dire qu'on joue forcément aux jeux vidéo par l'ensemble des jeunes, soit 10 fois plus qu'à lire des livres, messieurs. Parce qu'on a comparé ça évidemment à la lecture, pour que ça vous intéresse. J'imagine. Non mais vous jouez aux jeux vidéo ou pas? Bah non. Plaît-il? Plaît-il? Jamais? Négatif. Négatif, jamais. Enfin, jamais affirmatif. Même les petits jeux sur le téléphone? Non. Je joue aux échecs sur mon téléphone. Ah, vous voyez, donc c'est un jeu vidéo, Yann. Non, les jeux vidéo. Je suis désolée. Ah non, je suis désolée. Mais non, les jeux vidéo, c'est des singes qui vont chercher des bananes. Mais pas du tout, c'est un jeu vidéo. Ou des lascars qui tuent des robots. Mais pas du tout, cher Yann. Jouer aux échecs sur son téléphone, c'est jouer aux jeux vidéo. Non. Non, alors là, je suis désolée. Donc, vous dites que j'ai besoin de vous. Non, je sais pourquoi. Parce que je pourrais jouer aux échecs en dehors d'un jeu vidéo. Mais bien sûr, mais ceux qui font des solitaires sur leur téléphone, ils pourraient jouer aux cartes en dehors. D'accord. Mais ceux qui font ils peuvent pas le faire en vrai. Ah non, mais alors attendez. Non. Moi, je lance un sondage. Est-ce que jouer aux échecs, réagissez sur les réseaux sociaux, je vais avoir l'avis du public. Jouer aux échecs sur son téléphone portable, est-ce que ça s'appelle jouer aux jeux vidéo? Alors à ce moment-là, regarder des films porno sur son iPhone. Oui, ben voilà, le public, voilà. Alors, à ce moment-là, regarder des pornos sur son smartphone, c'est aller voir une prostituée. C'est pareil. Non. Ou alors c'est faire l'amour pour de vrai. Non, mais non. Il y a un problème. Ah non, ça n'a rien à voir. On parle pas de ça. Les jeux vidéo, c'est pas ça. Ça commence très mal. Cette émission commence très mal. Dans l'acception, non, Pascal, dans l'acception de jeux vidéo, vous savez très bien que c'est pas le jeu d'échecs. Vous savez très bien. Mais pardon. Non, attendez, jouer au solitaire. Jouer au pendu sur son téléphone. Vous avez l'air solitaire, vous, oui. Oui, je suis pas du tout solitaire. Vous avez l'air... Je suis tous au solitaire. Vous avez l'air de bonne foi, surtout. Oui, mais non, mais c'est la vérité. Non, ne jouez pas sur les mots, Pascal. Ne jouez pas sur les mots. Non, je suis désolée. C'est pas ça qui se vend. Moi, je veux le sondage, s'il te plaît, Sacha. Tu demandes un sondage. Voilà, il est en train d'être lancé. On verra. Bon, alors, malgré les complications... vous avez choisi votre camp, d'accord, ok. Bah non, mais ils sont honnêtes, c'est tout. Malgré les complications rencontrées par le secteur ces dernières années, le jeu reste la première industrie culturelle en France. Je vais me faire manger par mes deux camarades. On regarde un extrait vidéo, on en parle juste après. Le jeu en lui-même reste la première industrie culturelle chez nous, devant la musique, devant le cinéma. 7 Français sur 10 jouent, ça fait 39 millions de Français qui sont joueurs. L'âge moyen, c'est 40 ans. Le Made in France, c'est 1 millier d'entreprises et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ne dis pas trop, ils vont inventer une taxe. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Comprenez-vous l'engouement des Français pour les jeux vidéo? Nous avons réfléchi, nous avons voté. Attention, voici nos réponses. Je sais pas pourquoi j'ai dit non, j'aurais dû dire oui, tiens. Alors, cher Eric... Donc, vous changez d'avis, hein. Oui. On a vu que ce n'est pas la bonne foi qui vous étouffait, non, de mais toute attendez, manière. Qui a de mauvaise foi? Là, non, je suis pas d'accord, on va redébattre du sujet. 40 millions de Français jouent aux échecs, ouais. Mais pas qu'aux échecs, cher Yann. Oui, d'accord. Aux dames aussi. alors, aux dames, oui. Oui, c'est connu. Le solitaire, Bon, au bridge. Écoutez, cher Eric. quand j'étais gamin, oui. des gens qui
roulaient à trottinette, qui faisaient des petits dessins façon émoticône et qui jouaient à des jeux vidéo, ça s'appelait des enfants. Maintenant, les gens qui roulent à trottinette, qui font des petits dessins émoticônes et qui jouent à des jeux vidéo, ça s'appelle des adultes. Donc, c'est le fil rouge de toutes mes interventions depuis le début de l'émission. Nous sommes dans une période de régression, mais vraiment en pente raide, première chose. Deuxièmement, on a fait croire, et c'est une partie du succès, alors d'abord c'est effectivement très ludique, tout ce qu'on veut, mais on a fait croire qu'en effet, jouer à un jeu vidéo ou lire à la recherche du temps perdu de Proust, c'était une activité culturelle équivalente. C'est une arnaque phénoménale. On sait très bien que ça ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau, que ça n'apporte pas la même chose, que ça n'a pas le même rôle dans l'acquisition du langage et la maîtrise du langage. Donc c'est une ruse, si vous voulez, du capitalisme et du commerce pour faire croire que quand on joue aux jeux vidéo, on pratique une activité culturelle. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la lecture, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Et d'ailleurs, jouer aux échecs même sur Internet n'a rien à voir avec des jeux de guerre. Mais comme nous sommes dans une époque qui nivelle tout, et qui le nivelle malheureusement par le bas, on en arrive à ce genre de débat. Vraiment, on vit une époque navrante. Mais moi, je trouve que jouer aux échecs face à un ordinateur, c'est pas mal quand même. C'est challengeant, non, c'est pour un joueur humain que je joue. Oui. Non, mais oublions les échecs, c'est un cas particulier. Oui. D'accord, alors je joue aux jeux vidéo puisque je joue aux échecs. C'est le côté vidéo qui me dérange un peu dans l'échec. Oui. Non, si vous voulez, il faut différencier les activités cérébrales des activités culturelles. C'est une activité cérébrale de jouer aux jeux vidéo et ça développe l'intelligence d'une manière quasiment confirmée. C'est vrai que ça demande des réflexes, parfois un peu de réflexion. C'est pas forcément simple et je crois que ça fait pas de mal au cerveau. Mais le cerveau a aussi besoin d'autre chose. C'est-à-dire que le cerveau, il a besoin de développer quelque chose que seule la littérature développe. Même le cinéma ne le développe pas aussi bien. Et je ne veux pas mettre les deux forcément parallèles. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et l'empathie, c'est très important. C'est ce qui fait qu'il y a moins d'assassins et de barbares sur la Terre. Il y a des chercheurs canadiens qui se sont aperçus que quand vous lisez un livre, un roman, pas la presse, les zones du cerveau qui sont activées ne sont pas celles du savoir ni de la connaissance, mais de l'empathie. Ils ont même demandé à des gens de résumer, un écrivain de résumer une nouvelle de Tchekhov. Eh bien, quand les gens lisaient le résumé de la nouvelle de Tchekhov, les zones cérébrales qui étaient activées étaient les zones qui sont les mêmes que lorsqu'on lit Libération, Le Figaro ou Le Parisien. Alors que quand on lit la nouvelle de Tchekhov, c'est l'empathie qui est activée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit un roman, en fait, on vit le roman, comme si on était à l'intérieur. Alors que quand on est dans un jeu vidéo, oui, on est dans le jeu vidéo, mais ça, on manipule au niveau neuronal des objets qui n'ont plus rien à voir avec l'empathie, mais plus avec la barbarie. Car malheureusement, comme l'a dit Eric, c'est surtout des jeux d'ultra-violence qui sont développés. Et on arrive quand même à une société dont le principe repose sur comment tuer des gens pour de faux toute la journée. On s'étonne qu'ensuite des gens le fassent pour de vrai. Bon, c'est pas faux ce que vous dites. Regardez, effectivement, ces jeux vidéo peuvent rendre agressifs. Regardez. J'avoue, j'ai fait le con enfermé entre quatre murs. 3 heures du mat, je repense à toi. Et si un jour ça tire, est-ce que tu seras mon armure? Est-ce que t'agiras comme une soldat? Voilà. Non, mais ça, non, mais vous vous rendez compte à quel point... J'ai jamais vu quelqu'un faire ça en lisant Proust. Hein. Mais c'est ça. Non, mais il n'y a pas de... La lecture ne développe pas des phénomènes de dépendance, par exemple. On avait passé un reportage avec une gamine. Son temps d'écran, c'était 18 heures sur une journée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il y a une arnaque sémantique, il y a une arnaque tout court, de faire croire que tout équivaut et que si vous dites non, il y a une hiérarchie, la lecture, ce n'est pas la même chose que jouer aux jeux vidéo, eh bien vous êtes un fasciste, ou alors si vous n'êtes pas un fasciste, au moins vous êtes un élitiste, vous êtes un vieux scrognonieux, etc. etc. Ben, je regrette, il y a des hiérarchies dans la vie. Et j'ajoute que Yann a prononcé un nom très important, c'est celui de Tchekhov. C'est un des plus grands écrivains de tous les temps et les nouvelles de Tchekhov, je pense, devraient être lues par tout le monde parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Voilà. Hier, vous êtes arrivé avec un panier avec que de la nourriture cheap dedans, très au rabais. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces jeux-là sont l'équivalent des horreurs que nous a présentées, des horreurs diététiques que nous a présentées hier. Et en fait, les gens qui conçoivent ces jeux
savent très bien comment créer de la dépendance, exactement comme on crée de la dépendance avec du sucre ou avec du sel, avec des cacahuètes ou avec des bonbons. C'est l'équivalent pour le cerveau et en fait, c'est donner au cerveau toute la journée des ordures. Donc c'est traiter son cerveau, son propre cerveau comme une poubelle. Je ne dis pas qu'une demi-heure ou 1 heure par jour, ça fasse du mal. Je pense que ça peut faire du bien au cerveau. Mais 17 heures ou 15 heures ou 4 heures par jour, c'est prendre son cerveau pour une poubelle. Bon, et alors c'est s'insulter soi-même. Bah oui. Non, mais je comprends. Alors attendez, regardez, les clichés battus en brèche. Selon une étude, le baromètre annuel du jeu vidéo, vous allez me dire, oui. Parce que bon, d'accord, ok. Oui, oui. C'est pour ça que je mets un peu de dans la Gazette des violeurs, ils trouvent que les gamins de 12 ans, c'est des mecs géniaux. Non, arrêtez. Non, mais c'est toujours pareil. Il faut voir d'où ils parlent. Oui. Ils parlent de leur chapelle. 71% des lecteurs chez les joueurs contre 66% pour l'ensemble des Français. Il y a plus de lecteurs chez les joueurs. Mais ils disent quoi? Geek Magazine. Geek Magazine, oui. Oui, ils lisent les nouvelles de Tchekhov. C'est possible. Non, mais en fait, c'est possible. Oui. L'un n'empêche pas l'autre à la limite. Si. Mais je pense quand même. C'est une question de temps. Mais je pense quand même que le jeu vidéo est chronophage. On ne s'aperçoit pas du temps qu'on passe à s'injecter du n'importe quoi. Un livre, il en reste toujours quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. 15, 20, 30 ans plus tard, un grand livre, vous vivez toujours avec. Il est en vous et vous êtes en lui. Mais c'est la Fédération des fabricants de jeux vidéo qui a fait ce sondage. C'est pour ça que alors si on fait un sondage parmi, si vous voulez, les détenus, par exemple, ils vont trouver qu'il y a beaucoup d'innocents en prison. Je vous annonce les résultats du sondage. Je suis assez d'accord. Je l'ai donné parce que voilà, bon, c'est une enquête. Mais écoutez, là, c'est pousser l'arnaque un peu loin. Là, maintenant, on est en train de nous expliquer que jouer aux jeux vidéo favorise la lecture. On sait très bien que c'est faux. Mais regardez ce qui se passe dans le métro. Les gens sont sur leur portable. Il n'y a presque plus personne qui lit. Quand j'étais même ado, ça ne venait à l'idée de personne. Chacun lisait un journal ou un livre. J'étais le seul qui ne lisait pas, moi, dans le métro ado. C'est vrai, énorme. Oui, mais je suis le seul qui lit maintenant. Non, mais je veux dire, c'est l'un ou l'autre. Et les gens qui passent des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo n'ont simplement pas le temps de lire. Ça, c'est normal. Est-ce que vous connaissez le cosplay? Alors, le cosplay, ça pousse très très loin, la pratique du jeu vidéo. Ça consiste à incarner un personnage de jeu vidéo en revêtant un costume et en adoptant une attitude, l'attitude de son personnage, les caractéristiques de son personnage. Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont partout dans les allées, dans leurs costumes, tout droit sortis de l'univers du jeu vidéo. Ce sont les stars de ce salon, les cosplayers. Certains ont des costumes ultra sophistiqués. C'est le cas de Christelle, infirmière en EHPAD à la ville, mais Lilou Chris, dans le monde du cosplay. Je suis actuellement championne de France, de la Coupe de France de cosplay et aussi championne d'Europe. Le fait de faire son costume, de faire sa scène comme du théâtre, de faire tout par soi-même, ça m'a vraiment inspirée. Et le colosse avec qui tout le monde veut être photographié, c'est le roi Lich. Sous ce costume se cache Romaric, 36 ans, chargé de mission dans la fonction publique territoriale et président d'une association de cosplay. Ça touche tous les âges. On a des fois des gens très jeunes, mais on a des fois des gens assez âgés qui sont retraités. Ça touche tout le monde, c'est quand même dingue. Mais ça apporte de l'eau à mon moulin. J'ajoute à l'énumération que je faisais tout à l'heure, quand j'étais gamin, ceux qui se déguisaient, c'était les gamins pour aller au déjeuner déguisés, au petit goûter déguisé. Maintenant, c'est des adultes. On est en pleine régression. Voilà. Moi, après, on peut pas faire grand-chose. Simplement, il ne faut pas l'approuver. Il faut refaire en disant que c'est normal. Il y a quelque chose qui s'est déréglé dans la civilisation en ce moment. Il y a, Pascal, dans cet extrait, quelque chose de très intéressant, c'est le mélange du virtuel et du réel. Les deux, maintenant, sont totalement confondus. Il y a un chef-d'œuvre de Steven Spielberg sur ce sujet, qui est un des plus grands Spielberg, qui n'a pas marché bizarrement, qui s'appelle Ready Player One, que j'incite tout le monde à aller voir. Il était sorti en 3D, mais on peut le voir en 2D, qui est exactement ce sujet. Des personnages de jeux vidéo qui se retrouvent dans la vie et inversement. Et dans le film, ce qui est génial, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer les deux. Ils ont un destin en dehors et à l'intérieur du jeu. C'est extraordinaire. Et là, on est en plein dedans. Incroyable. Encore des chiffres. 38 millions de Français, un petit peu plus, ont joué au moins une fois à un jeu vidéo l'année dernière, soit 70% de la population. Non mais il n'y a pas que les jeux de console violents, effectivement, ça intègre aussi les petits jeux qu'on a sur les téléphones, quand on s'ennuie et qu'on ne sait pas quoi faire. Vous avez la liste des meilleures ventes ou pas? C'est quoi? Non, les jeux vidéo, vous allez voir ce qui est en tête des ventes. Il va savoir si les échecs arrivent en premier. Ah, les échecs, je ne sais pas, les jeux d'échecs. Mais je répète que pour la stimulation intellectuelle, c'est pas mauvais, à petite dose. Oui. C'est à haute dose que ça crée des abrutis. En ce moment, il y a des pubs dans le métro pour un nouveau jeu. Donc des pubs dans le métro, c'est pour vous dire l'argent que ça brasse. C'est un jeu de guerre ultra violent, c'est pas le jeu de dames, c'est pas les échecs, c'est pas le solitaire. Souvenez-vous cet adolescent qui a dit qu'il était tiré sur une personne parce qu'il voulait savoir ce que ça faisait en vrai. Oui, je sais, de tuer, exactement. Donc, il y a une confusion et on le voit dans cette vidéo. La petite vidéo que vous m'avez montrée avec les gens déguisés, elle est ultra violente, mine de rien.
C'est vraiment la confusion de la réalité et de la virtualité, et c'est ça aussi qui crée des massacres. Alors regardez, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Comprenez-vous l'engouement des Français pour les jeux vidéo? Oui, c'est un petit oui, parce qu'on a des résultats de sondage qui sont beaucoup plus tranchés d'habitude. C'est le ludique, c'est la facilité, bien sûr, on va toujours vers la facilité. Et puis ça permet de poser son cerveau, pardon, excusez-moi, quand il est en ébullition en permanence, ou quand on est saturé de charge mentale, parfois ça permet de poser son cerveau, de faire un petit jeu sur son téléphone. Ça c'est le sport qui fait ça, mais pas ça. Non, mais vous pouvez faire et le sport et le petit jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde fait tout en même temps. C'est-à-dire que les gens, quand ils font du sport, ah oui, ça c'est autre chose que je voulais vous dire. Les gens, quand ils font du sport, n'acceptent plus de s'ennuyer. Il faut qu'on fasse du sport et autre chose. Regardez une série, on ne peut plus faire... Non, moi je fais du sport tout seul. Vous faites du sport et vous faites quoi? Vous nagez donc... Je nage, je ne peux pas regarder la télé sous l'eau. Vous ne pouvez rien faire. Attendez, encore que, il y a des gens de plus en plus de nageurs qui ont des écouteurs maintenant. Oui. Et l'autre fois, je me demandais à un nageur s'il écoutait Mozart, etc. Non, il écoutait France Info en nageant. Il dit, je suis addict à l'info. Mais alors reste chez toi, mec, reste dans ta baignoire et écoute ton France Info. Enfin, France Info ou autre chose. S'il veut, ça embête personne. Ça peut être France Inter, ça peut être, faut dire France Culture, ça peut être Europe 1, RTL. Bien sûr. C'est un peu descendu, c'est 55-45, mais peu importe. Moi, je le comprends, l'engouement. Ah oui, c'est les échecs. Ah oui, les échecs, c'est autre chose. On ne voit pas le résultat. Vous pouvez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Oui, non, ça c'est marrant. Voilà. Vos échecs sur son téléphone, est-ce jouer aux jeux vidéo, 55%? Je fais partie des gens qui jouent aux jeux vidéo, alors. Voilà. Oui, mais moi aussi, ça m'arrive, je le reconnais, mais je ne joue pas des jeux ultra violents. Mais parfois, les échecs, c'est un jeu de guerre, c'est ultra violent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est un jeu de stratégie. Allez, autre sujet, il est 18h11, on est en direct sur C8. Lundi dernier, on a appris que la publicité pour le livre de Jordan Bardella, qui est président du Rassemblement national, ne sera pas diffusée dans les gares. C'est ce qu'a annoncé Média Transport, l'entreprise en charge des espaces publicitaires pour la SNCF et la RATP. C'est une annonce qui a fait énormément réagir. Est-ce que vous êtes choqués? On en parle juste après cette vidéo. Vous ne verrez pas de publicité pour le prochain livre de Jordan Bardella dans les gares. Ce livre doit sortir le 9 novembre. Il s'intitule « Ce que je cherche » et il n'y aura pas de publicité dans les gares. Ça a provoqué la colère du président du Rassemblement national. Dans un communiqué, il exprime sa profonde indignation face à cette décision de la SNCF, estimant que la SNCF avait, je cite, « cédé aux intimidations d'une minorité d'activistes radicalisés ». Voilà donc pour les faits. Nous avons choisi, mais je voudrais peut-être qu'on entende, avant de voter ce que dit Jordan Bardella. Ce sera mieux de l'entendre lui le dire. Qu'en pensez-vous? Regardez, écoutez. Je crois qu'il y a aujourd'hui chez une partie de la gauche et chez une partie notamment des syndicats d'extrême gauche une nostalgie des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des livres qu'on peut lire, il y a des livres qu'on peut vendre et puis il y a des livres qu'on ne peut pas lire et qu'on peut vendre. Qui sont ces syndicats d'extrême gauche? Quelle est leur légitimité pour venir dire à une grande entreprise publique comme la SNCF que mon bouquin ne devrait pas être vendu, en tout cas qu'on ne devrait pas en faire la publicité? La manière dont l'extrême gauche brutalise le débat, empêche le bon fonctionnement de la démocratie est un scandale. Plus ils tenteront d'interdire le livre, plus sans doute nos compatriotes seront tentés de l'acheter. Donc j'appelle les Français évidemment à ne pas se laisser intimider par la gauche et par l'extrême gauche. Voilà, on en reparlera effectivement. Oui. Vous avez peur, Pascal, que le traducteur pour sourd-muet fasse un doigt d'honneur à Bardella? Parce qu'aujourd'hui, dès que des idées choquent les gens, dès qu'un parti... Enfin, on en reparlera. Oui, on va en reparler. On va d'abord peut-être éventuellement voter. Qu'en pensez-vous? Allez, Jordan Bardella ne pourra pas faire de publicité pour son livre dans les gares. Est-ce que vous êtes choqués? Attention. Suspense. On a dit oui. Nous avons répondu oui. Mais alors, pas pour forcément Jordan Bardella. Ça concerne Jordan Bardella, ça peut concerner plein d'autres personnes. Tout le monde. On est d'accord, c'est pas Jordan Bardella, président du Rassemblement national, principe, qui est censuré. C'est le principe, bien sûr. C'est exactement ça. On va parler du principe sur C8. Bon, on va parler de ça dans un instant. À tout de suite. Déjà? Bah oui. C'est pour ça qu'amorcer le débat, sinon on est mort. Il est 18h20, on est en direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur C8, on est bien ensemble. Merci d'être avec nous. On était leader TNT hier. Merci encore à vous qui nous regardez tous les soirs. Avec Eric Lolo, avec Elmax et avec le public. On est très en forme ce soir, on est très en forme depuis le début de la journée d'ailleurs. Hein. On en a des sujets à aborder. On va parler dans un instant des papas qui choisissent d'être papa à des âges avancés. C'est le cas de Yannick Noah, à 64 ans, qui vient d'être papa. C'est pas un âge très avancé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Encore Yannick Noah, j'ai envie de dire, c'est pas un âge très avancé. On en a d'autres, des personnalités qui ont choisi d'avoir des enfants à 80 ans, un peu plus. Voilà, est-ce une bonne idée? Vous avez votre avis sur la question, vous aussi chez vous. Vous pouvez réagir sur les réseaux. #Pédia. Juste avant la pause, nous étions en train de parler du livre de Jordan Bardella, qui ne pourra pas sortir en gare.
Alors, c'est pas vraiment le cas de Jordan Bardella lui-même qui retient notre attention, c'est tous les livres. Peuvent-ils être censurés? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Vous avez entendu les mots de Jordan Bardella qui s'est défendu. Vous n'avez pas vu, en revanche, ce que disait Sudrail, parce que c'est grâce au syndicat Sudrail. Là, c'est pas le livre qui est censuré, c'est la publicité. La publicité sur le livre, oui, pardon. C'est pas la même chose. Oui, vous avez raison d'être précis. Pardon, les affiches. Il devait y avoir des affiches dans 54 gares pour le livre de Jordan Bardella et Sudrail s'est insurgé. Regardez, Sudrail a réagi. Ça va s'afficher sur votre écran. Sudrail a tweeté contre donc cette campagne de publicité dans les gares françaises. Je vous propose aussi d'écouter Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Elle était sur RMC et BFM TV. Elle a fustigé le livre de Jordan Bardella. Regarde. Sophie Binet, est-ce que vous allez lire le livre de Jordan Bardella? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pas assez le temps pour lire tous les livres intéressants qui sortent et donc je n'ai pas le temps à perdre pour lire un livre de propagande. La CGT, elle a tout simplement appelé la direction de la SNCF à respecter le principe de neutralité. Il faut que Jordan Bardella arrête son cirque, il faut qu'il arrête de se victimiser. Non, c'est pas de la censure, c'est ce qui est fait systématiquement. Sauf qu'Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, par exemple, avaient pu bénéficier d'une campagne de pub. Jordan Bardella, non. Il n'y a pas un problème. Non, c'est normal. Ça serait quand même très choquant que dans des gares qui sont des lieux de service public, il y ait des pubs pour un livre d'un dirigeant d'extrême droite. Non mais en fait... Pardon, non mais je suis pas d'accord, vous êtes d'accord, enfin c'est scandaleux, c'est-à-dire c'est soit tous les politiques, soit pas de politique du tout, bon on choisit pas ces politiques. Bon d'abord, le fait que la publicité pour le livre de Jordan Bardella soit interdite, c'est la meilleure publicité possible. Donc à mon avis, il va même gagner au change, mais enfin peu importe. Il y a deux explications qui sont contradictoires, ça peut pas être les deux. Soit c'est une histoire de règlement, d'accord, mais c'est pas les arguments qui sont utilisés, ni par Sophie Binet, ni par Sudrail. Ils utilisent des arguments politiques en disant « nous ne laisserons pas » quelqu'un d'extrême droite faire sa publicité. Et même j'ai entendu, c'était le syndicat Sudrail ou un autre syndicat dire, vous comprenez, Jordan Bardella dirige un parti qui a été fondé par d'anciens Waffen-SS, etc., etc. À ce moment-là, il faut aussi arrêter de prendre le train. Vous savez que les wagons de la SNCF ont servi à transporter les Juifs jusqu'au camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc arrêtons de prendre le train si on remonte dans l'histoire de chacun. En réalité, c'est l'histoire d'une censure politique. Est-ce que nous sommes favorables à la censure politique? Je ne partage pas les idées de M. Bardella, mais je suis contre la censure, pas de son livre, en effet, de l'affichage de son livre, comme de la censure de tout autre livre politique. C'est aux Français, après, de se décider. Ce n'est pas à une infime minorité, parce que, excusez-moi, mais les syndicats, ça ne représente pas grand-chose, de dicter ce qu'on a le droit d'afficher ou pas, ce qu'on a le droit de lire ou pas. Je trouve que c'est un abus de pouvoir. Voilà. Cher Yann. C'est encore une fois une infantilisation du citoyen dans une démocratie qui prétend être mûre et qui ne l'est pas. C'est pour certains un devoir que de voter contre Jordan Bardella à titre privé. C'est pour certains un devoir de s'exprimer contre les idées de M. Bardella, si elles dérangent. Et je conçois qu'elles puissent déranger, sans problème. Mais là, c'est ni plus ni moins que de la censure dans un espace public où une très grande proportion de gens qui utilisent le train votent pour le Rassemblement national et ont émis un bulletin de vote favorable à M. Bardella pour ce qu'il est lui-même, d'ailleurs, plus que pour le parti. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément RN, mais qui aiment beaucoup M. Bardella pour son charisme. Il existe, qu'on le veuille ou non, M. Bardella fait partie aujourd'hui du personnel politique en devenir, qu'on le veuille ou non. Et donc qu'on essaye d'effacer cette réalité, d'effacer cette vérité, quel que soit le parti, quelle que soit l'idéologie représentée, j'appelle ça un acte de trahison par rapport aux valeurs démocratiques de la République française dans un espace public. C'est indigne. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quelles que soient les idées qui sont représentées, c'est indigne d'une République aussi mûre que la nôtre démocratiquement. Et vous avez raison, alors, au niveau de la publicité que ça va faire à Jordan Bardella, c'est-à-dire que ça a l'effet inverse, car ça n'arrive quasiment jamais pour un premier livre. C'est énorme, 155 000... Non, voilà. C'est pas un premier roman non plus. Hein. Non, c'est pas. Oui. C'est un livre politique. C'est un livre politique, mais c'est son premier livre. Vous savez que les livres politiques, ma chère Pascale, se vendent en général à une centaine d'exemplaires, même chez des politiques connus, à une centaine d'exemplaires. C'est-à-dire rien. Donc 155 000, ça veut dire qu'ils s'attendent à un carton monumental. C'est vendu à quelques dizaines d'exemplaires parce que ça ne sert pas à être vendu, mais à être invité à la télé. Donc c'est une sorte de vecteur. Mais dans ce cas-là, en effet, je pense qu'il va y avoir une ruée sur ce livre.
par mouvement de protestation. Les gens vont protester contre cette forme de censure. Et puis, les gens en ont marre, je parle de ce cas, mais je parle de manière beaucoup plus générale, qu'on décide à leur place. Voilà. C'est à chacun de se faire une idée. Peut-être que ce livre ne vaut rien, c'est à chacun de se faire une idée. Peut-être qu'il vaut quelque chose. Faisons-nous une idée, mais personne n'a le droit de décider à ma place. Surtout avec des arguments aussi spécieux. Et puis, pardon, mais excusez-moi, mais il y a des électeurs du RN en France. Ah bah, il y a quelques-uns, même, oui. Il y en a aussi dans le train, sans doute, dans le train. Non, mais c'est dans le train. Non, mais c'est possible, il y en a qui prennent le train. Oui, non, mais c'est vrai. Ils ne rentrent pas tous à vélo, je veux dire, on méprise une partie de l'électorat français, je suis désolée. Non, mais moi, je vais plus loin. Oui. Je n'aime pas les idées du RN, je le dis franchement. Oui, mais ça voilà, c'est de la politique, chacun Je n'aime pas non plus l'extrême gauche, je le dis franchement, mais je veux dire une chose. Qu'on me prouve que ce parti n'est pas un parti démocratique. Ce parti n'a pas fait de putsch. Ce parti n'a assassiné personne. En tout cas, pas depuis longtemps. Et ce parti a eu des résultats aux élections qui démontrent qu'une partie des Français en ont besoin, même virtuellement. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui estiment avoir besoin des idées de M. Bardella pour améliorer leur avenir. Je suis en démocratie, je respecte les règles du jeu. Ces gens n'ont pas fait de putsch. Ils ont droit de citer, comme n'importe quel citoyen français, ils ont droit d'exprimer leurs idées. Là, c'est inacceptable. Et il fait bien d'utiliser des recours juridiques pour nettoyer cette situation. Voilà. Et regardez, écoutez peut-être ce que disait Brian Masson, qui est porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Cette décision méprise des Français qui votent RN, justement. Vous ne verrez pas de publicité pour le prochain livre de Jordan Bardella dans les gares. Ce livre doit sortir le 9 novembre. Il s'intitule « Ce que je cherche » et il n'y aura pas de publicité dans les gares. Ça a provoqué la colère du président. Ce n'était bien sûr pas la bonne vidéo. Sensation. Est-ce que nous avons la bonne vidéo, mes chers amis de la régie? Déjà vu. Ah ben on l'a pas. Crosby, voilà. Très bon album. Ah ben voilà. C'est quel dommage. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Évidemment, nous vous avons. Il y a peut-être même Neil Young dedans, celui-là. Je vous dérange pas. Ah, oui, je vous dérange. Vous aussi, vous avez réagi. Voilà, mais vous êtes choqués. 84%. Je suis désolée, mais 84% oui, mais voilà. oui. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais malheureusement, je trouve ça scandaleux. Malheureusement, c'est à l'image de ce qui se passe très souvent. C'est une minorité qui fait obstacle à la minorité. C'est une tyrannie de la minorité sur la majorité. Et Eric, souviens-toi qu'un journaliste de France Inter avait été révoqué pour la seule et bonne raison qu'il avait écrit un livre d'entretien, je crois, avec Jordan Bardella. Donc il avait été question qu'il avait été question. Oui. C'était déjà un signal que les choses vont très mal dans cette démocratie. Ah, vous imaginez? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une ligne décrite. Ils s'étaient certainement rencontrés. Licenciement. Oui. Moi, j'attends le jugement des prud'hommes, on va rigoler. C'est quand même des choses qui sont gravissimes. Ça va pas. Ce n'est pas un crime d'être français et d'être pour les idées du Rassemblement national. Comme ce n'est pas un crime, Dieu soit loué, de les combattre, ce que je fais notamment. Et où était Mme Binet quand M. Mélenchon a posé comme seule condition de sa participation à Balance ton poste que je sois viré du plateau? Ah oui. C'est pas un cas de censure? C'était quand, ça? C'était il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, ah oui. 3 ans. Ah oui. Là, il n'y a pas de problème, là. Non. Ouais, non, mais écoutez, c'est 2 poids, 2 mesures. L'indignation à géométrie variable, ça commence à bien 2 poids, 2 mesures. Allez, les 18h29, on va être en direct sur C8. On va parler d'un sujet qui nous a interpellé. Yannick Noah, papa, à 64 ans, y a-t-il un âge pour avoir un enfant? C'est la question que nous posons. Sa compagne a 32 ans de moins que lui. Il a une petite fille, félicitations, bravo à lui, on est très heureux. C'est Yannick Noah à 64 ans. Alors, y a-t-il un âge pour avoir un enfant? On va regarder cet extrait de Yannick Noah qui annonçait la nouvelle, c'était en août dernier. C'est toujours une joyeuse nouvelle, évidemment. On me souffle que vous allez être papa? Ah bon? Oui. Oui, c'est officiel. C'est officiel, ouais. Écoutez, officiel. Félicitations. Et d'ailleurs, c'est le cas de votre fils aussi. Je vous félicite sur 2 générations. Oui, je vais avoir une fille et mon fils va avoir un garçon. Ils vont naître ensemble. Ça va être merveilleux. Alors, il est jeune, Yannick Noah. Il a 64 ans, ça va. Oui. Ça veut dire que sa fille va être beaucoup plus jeune que sa petite fille. Sa fille, oui, bien sûr, il peut avoir des enfants beaucoup plus âgés. Vous avez vers 20 ans d'écart entre ses petits-fils et sa fille. Oui, bon. C'est intéressant comme ça. Oui. Je trouve ça chouette. Oui, non, mais attendez, oui, voilà, exactement. Surtout que vous savez que chez l'homme, le sperme est valable jusqu'à 95 ans. Oui. C'est la grande injustice entre les hommes et les femmes. C'est qu'en fait, un père peut être père jusqu'à 2 jours avant sa mort. En tout cas, il peut procréer. Être père, c'est une autre question. Oui, enfin, procréer. Oui. Voilà. Yannick Noah, papa, 64 ans, y a-t-il un âge pour avoir un enfant? Nous avons voté, nous avons choisi. Alors,
Oui, cher Eric. Oui. Alors, non, mais laissons de côté le cas... C'est pas Yannick Noah, 64 ans, ça va. Franchement, c'est pas le problème. Surtout qu'on aime beaucoup Yannick. Déjà. On aime beaucoup Yannick. Oui. Ah, moi, j'adore Yannick Noah. C'est vrai. Écoutez, que vous enlevez très bien. Yannick Noah des 40 dernières années. Non, mais ça fait partie des monuments, Yannick Noah. Il s'engage un peu trop en politique en ce moment, à mon avis. Moi, écoutez, j'aime. Regardez un peu ses trucs, je pense que... Je ne sais pas si vous l'aimerez toujours Eric, autant. on n'a même plus le droit d'aimer Yannick Noah, en fait. C'est de la censure. Non, mais si, vous avez le droit d'aimer Yannick Noah. Moi, c'est un grand champion. Je reste sur Roland Garros et tant de... C'est un très grand champion. Non, mais c'est pas... J'ai l'impression d'être le seul à penser ça. Je suis le seul à penser ça. Ah ouais, je suis le seul. Je suis donc tout seul en France à penser qu'Yannick Noah est un grand personnage. Un grand joueur de tennis. Un immense tennisman. Non, moi, je ne raisonne pas à partir de son cas, qui est un cas un peu limite. Mais j'estime que, par exemple, si on a un enfant à 80 ans, c'est totalement irresponsable, parce que vous condamnez, en fait, mathématiquement, cet enfant à grandir sans père. Je ne pense pas que ça soit souhaitable. Voilà. Donc ça veut dire que, dans le meilleur des cas, si vous vivez jusqu'à 100 ans, quand votre fils aura 20 ans, il a une chance quand même de vous connaître jusqu'à cet âge-là. Et en réalité, il y a plus de chances que vous disparaissiez avant. Je trouve ça irresponsable de mettre au monde des enfants avec lesquels on ne vieillira pas. Voilà. Donc évidemment qu'on ne peut pas imposer ça aux gens, il ne s'agit pas de leur interdire d'avoir des gosses, on ne peut pas rentrer dans une sorte de totalitarisme, mais je trouve qu'il y a une forme d'égoïsme très condamnable, à partir d'un certain âge. Moi j'ai quand même raisonné sur... je vais raisonner quelques minutes sur le cas d'Yannick Noah. Yannick Noah a 64 ans. C'est quelqu'un qui est en très grande forme physique, ça se voit. L'espérance de vie a largement augmenté. En plus, il fait partie des générations nées dans les années 60 qui vont peut-être... Les gens nés dans les années 60 vont peut-être mourir à 110 ans, 115 ans. Il a donc encore une bonne quarantaine d'années à vivre. Son fils dira adieu à son père quand son père, on dira, mettons, aura entre 30 et 40 ans. C'est correct. Je veux dire, c'est la vie. Dire au revoir à ses parents quand on a 30 ou 40 ans, je trouve ça parfaitement normal. Non, mais là, tu prends vraiment le cas limite de Yannick Noah. Oui, je crois qu'il y avait un cas élargi la question. Al Pacino, mais bien sûr, mais Al Pacino, exactement. Al Pacino. Bon, alors, il avait plus de 80 ans, c'est pas ça? Exactement. Non, mais alors, il y a Robert De Niro, 79 ans. Oui. Robert De Niro, 79 ans. C'est un jeune papa, comme on dit. C'est un jeune papa. Parce que l'expression est géniale. Si tu as 92 ans et que tu as un fils au monde, c'était un jeune papa parce que tu viens d'avoir un enfant. C'est peut-être ça le but recherché. Début mai, effectivement, l'acteur américain âgé de 79 ans avait révélé être devenu père pour la 7e fois avec 4 compagnes différentes. Voilà. 79 ans. Oui, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, là on n'a pas affaire à un champion, à un athlète. Moi, je lui souhaite longue vie. Mais enfin, écoutez, on a beau faire des calculs dans sa tête, cet enfant ne va pas profiter longtemps de son père. Il pourra regarder les films de son père en boucle. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et on est très fiers. Et donc son père ne sera jamais vraiment mort. Oui, mais est-ce que ça remplace vraiment? C'est ça le truc. Dans Taxi Driver, il fait jeune. Il a l'impression d'avoir un père très jeune. Mick Jagger. Il le verra boxer aussi dans Raging Bull. Il le verra prendre de la coke dans Casino. C'est extraordinaire. Mais c'est pas la vraie vie de son père. Mick Jagger. Mick Jagger, 73 ans. Il a combien d'enfants, Mick Jagger? Alors, 8e enfant. 8 avec 5 compagnes différentes. 8 enfants. Pour Mick Jagger, c'est quand même les bases. Richard Gere, 2020, il est devenu papa pour la 3e fois. À quel âge? 70. 70, ça passe 70 ou pas? Mais c'est vrai que c'est difficile sur Richard aussi à Gere, dire. ça va, 70. Oui. Il fait moins vieux que des gens de 20 Il fait moins vieux que des experts comptables de 33 ans que je connais. Ah bon, c'est vrai. Oui, écoutez, on embrasse les experts comptables. Ça, c'est vrai, mais écoutez... Non, ou des notaires. Ah oui, non, mais ça, c'est très des professions dures, quoi. Ça dépend de la personnalité. Enfin, à moins que Yann et moi, nous soyons prisonniers de vieux schémas. Un peu l'impression que le schéma normal, c'est d'avoir un enfant pas trop tard, de pouvoir l'accompagner avec encore une grande forme physique de la part du père et de la mère aussi, parce que parfois, évidemment pas ces âges-là, mais enfin c'est de plus en plus tard parfois que les femmes ont des enfants. Ça me semblait quelque chose d'assez naturel et de réglé sur une forme de vérité biologique. Pardon Pascal, allez-y. Non, mais il n'y a pas une chose qui vous intrigue dans ces couples. Pourquoi ces hommes de 70 et 80 ans ont des enfants? Je ne pense pas que ce soit une volonté. Mais non. Ils ont des femmes de 30 ans. Ils ont des femmes, j'allais vous le dire. Comme ils ont des femmes de plus en plus jeunes, elles exigent des enfants à chaque fois. Évidemment. Shit. Ils le font quand même. Bah oui, mais ils le font quand même. Mais c'est pour ça, pour c'est faire pas plaisir, un choix sinon d'être la fille les quitte. Bah oui, voilà, c'est le problème. On dit ok, on y va. Oui, 30 ans, là, c'est normal. Non mais c'est vrai, la vérité elle est là en fait. Je pense pas que ce soit une volonté de ces personnes d'avoir des enfants absolument à 70 ou 80 ans. C'est quand même des gens de 80 ans qui sont incapables de sortir avec une fille de plus de 30 ans. Oui, c'est vrai, ça aussi. Non mais c'est absurde alors. Mais
Comment vous l'expliquez, ça me fascine. Moi, je ne comprends pas qu'on choisisse les femmes en fonction de leur âge. J'ai changé. Ah oui, vous avez changé. Non, mais j'ai fait une grosse bêtise. Vous avez fait votre mea culpa ici même dans cette émission. Non, j'ai mûri en tout direct. seul. Oui, j'ai fait mon mea culpa en direct, mais j'ai mûri. La vie m'a appris à mûrir seul. C'est un cheminement que j'ai fait. Avant, je préférais les femmes très jeunes. Mais pourquoi? Attendez, mais moi, ça me fascine. La vie m'a changé. Mais pourquoi étiez-vous attiré par des femmes beaucoup plus jeunes? Parce que ça, moi, ça m'intéresse. Ça devait être névrotique, sans doute par peur de vieillir ou par peur de la mort. Ah, c'est ça, c'est le fait. Étant donné que j'ai évolué mentalement, c'est vrai que ça me paraît incongru d'avoir dit ça parce que je le pense plus du tout. Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc les hommes quand je suis en plateau en direct, sont avec des femmes beaucoup plus jeunes. Mais non, mais je plaisante. C'est dommage. Non, mais c'est vrai parce que vous savez pourquoi j'ai mûri? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait changer. Mais bien sûr. En fait, c'est les personnes qui vous font changer. Oui. Et donc, je suis content de ne plus être... Parce que, en fait, ça devient vite morbide. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la différence d'âge, ça va 5 minutes, mais il ne faut pas en abuser non plus. Mais on n'est pas dans la même dynamique à 30 ans ou à 70 ans. Oui, mais je reviens à ce que vous disiez. Si l'explication est juste, elle me paraît juste, en effet, ces hommes sont avec des femmes plus jeunes. Au bout d'un moment, il y a l'horloge biologique qui tape un peu plus fort. Bon, voilà. Mais alors, ça rend les choses doublement absurdes. Parce que ces hommes mettent au monde des enfants, et quand même, statistiquement, il y a de grandes chances qu'ils se séparent de la mère. Au bout de quelques années, les statistiques sont assez impitoyables. Pour en avoir une nouvelle? Oui, donc la fille va dépasser 35 ans. C'est absurde. Ils auront 112 ans, mais ils voudront une fille de 27. Oui, mais c'est absurde. Une nana de 27, en fait. Parce qu'il est là le problème. C'est que pour eux, il y a une obsolescence. Et quand une femme commence à avoir 40... C'est fascinant, moi ça me fascine. Mais quand un mec de 92 ans qui est très célèbre voit qu'une femme va bientôt avoir 41 ans, pour lui, elle est frappée d'obsolescence, donc il faut qu'il en change, balle neuve. 41 ans, c'est frappé. Non, mais c'est ce qu'ils doivent se dire. La preuve, parce que c'est vous-même qui avez découvert le poteau rose. On a bien vu qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie d'enfants. Les filles de 27 ans avec qui ils sortent en veulent. Vous avez découvert le grand secret de ces gens-là. D'accord. Donc c'est névrotique, c'est-à-dire que oui, effectivement, passer une... Je t'échange mon corps contre un gosse. Je t'échange mon corps contre un gosse. Je suis pas sûre que la compagne de Yannick Noah soit d'accord avec ce que vous dites. Non, mais je parle pas de Yannick, je parle des gens de 90 ans. Elle a 30 ans. Mais elle a quel âge Je ne parlais pas de Yannick Noah, je parle des gens de 80 ans ou 90 ans. Yannick Noah, je vous ai dit, je le mets dans un cas à part. Oui, d'accord. Non, mais moi, je ne personnalise pas le débat. Je dis qu'en effet, psychologiquement, ça correspond à un cas très général qu'un homme est avec une femme plus jeune, c'est la femme qui réclame un enfant. Bon, voilà, parce que elle sait que les années vont... 32 ans, la femme de Yannick Noah. Non, mais que les années vont passer, qu'elle ne pourra pas avoir un enfant passé un certain âge. Donc voilà. Après, je trouve que ça rend la situation encore plus absurde, puisqu'il y a un enfant qui est mis au monde et on sait que très souvent, les couples ne durent pas. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu absurde. Al Pacino, alors lui, c'est un champion du monde, donc 83 ans. Oui, ça c'est ridicule. Donc elle a eu un enfant, ils ont eu un enfant, 3 mois après, le couple était séparé. C'est ce que je vous dis. Mais oui, c'est absurde. C'est incroyable. Moi, ce qui se met dans le pif dans Scarface, on se demande comment il fait pour arquer. Ah bon? C'est du cinéma? Vous connaissez bien le cinéma? C'est de la farine. Ah bon? Oui, je pense pas que sur le tournage, il ait pris de la coke, Al Pacino. Non, non. Vous avez vu Scarface? Vu les doses qu'il prend, à mon avis, il serait mort pendant le tournage. Bon, attendez, il y a Gérard Darmon aussi chez nous. Gérard Darmon, 69 ans. Très grand acteur, ça c'est vrai ça. Très grand acteur. On adore. Voilà, après avoir épousé sa nouvelle compagne Christine, de 25 ans, sa cadette, le 12 mars dernier, il a accueilli sa petite dernière, Léna, le 14 août, non c'est 2014, pardon, pas 2024, le 14 août 2017, voilà, et il avait 69 ans. Eddie Murphy, père de 10 enfants aussi. Avec sa femme. 10 enfants, Eddie Murphy. 10 enfants, Eddie Murphy, avec 5 femmes différentes. Oh, ça va. C'est mieux que l'inverse. Ouais, 5 enfants. 5 enfants, il en a eu 5 avec Nicole Mitchell, entre 89 et 2002. Un enfant avec on dit Paulette plus McNeely. les enfants de ces femmes, en fait. Mais non, mais c'est incroyable. Un enfant en 89, un autre enfant en 90, une autre née en 2007. Et incroyable. Non, attendez, 2 ans et 2 enfants avec sa dernière épouse. Et quelques années, peut-être, regardez la photo derrière à l'occasion des fêtes de Noël. Josiane Balasco sur la photo. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. Ça va. C'est vrai.